Et je voyais qu'Enrico écoutait avec intérêt Rudi Saada et notamment les matchs de football parce que vous êtes un grand amateur de foot. Et je me demandais, cher Enrico, si vous êtes toujours un supporter du Paris Saint-Germain. Oui, je suis supporter du Paris Saint-Germain parce que pour une fois, on a une grande équipe. Bon, ça fait un moment quand même. Hein ? Ça fait un moment quand même. Oui, mais là, il y a quand même, depuis le temps où j'avais été à l'origine du club avec Daniel Echter, Francis Borrelli et tous mes amis, Charles Tallard, Régis Tallard et tout ça, toute cette bande. On rêvait d'avoir une très très grande équipe et là maintenant, je crois que ça y est. Vous savez que je vous ai vu lorsque j'avais 16-17 ans dans les tribunes du stade Marcel Sopin avec Francis Borrelli pour venir voir les matchs Nantes-Paris Saint-Germain. Je vous ai vu. Bon, et je vous aimais pas du tout, parce que quand vous arriviez, les Parisiens, comme on disait, dans les tribunes, on se disait d'abord ils ont plein d'argent, ils vont acheter nos joueurs, le PSG, etc. Et c'est vrai que Francis Borrelli à l'époque, vous aviez pris Vahid Halilhodžić, vous aviez pris des bons joueurs de Nantes, et il y avait quelque chose, vous étiez vraiment un supporter, vous faisiez les déplacements, je vous ai vu de mes yeux vus. Mais bien sûr. Mais j'adorais. Et puis, vous vous rappelez, vous m'aviez invité dans des émissions de foot. Bien sûr. Même quand c'était à la radio, et puis aussi à la télé. On a fait des émissions ensemble. Il y a Jean-Michel Larquet qui nous écoute, là il est sur la route et il m'a envoyé un petit message, Jean-Michel, il m'a dit tu nous plombes avec le précédent sujet, les musiques d'enterrement, mais c'est vrai que Jean-Michel a joué également au Paris Saint-Germain. Il a été l'entraîneur. Bien sûr, il a été entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est avec à l'époque de Daniel Echter. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une nostalgie curieusement, alors que le Paris Saint-Germain à l'époque n'était pas aussi brillant qu'il ne l'est aujourd'hui, mais il y a une nostalgie de cette époque, avec des joueurs comme Mpelé, avec des joueurs comme Pantelic qui étaient dans les buts, avec des joueurs comme Daleb, avec des joueurs après plus tard comme Suzik dans les années 80. C'était une entreprise familiale. Et Luis Fernandez, et tout ça tournait autour de Francis Borrelli, qui était un personnage unique. Unique. Une faconde extraordinaire. Évidemment, on se rappelle de son baiser sur la Bien terre sûr, du oui. Parc des Princes pour la Coupe de France. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour cette période parce que j'étais tout jeune journaliste et il m'avait accueilli, mais avec une gentillesse, dans son bureau rue Bergère. Oui. Ils avaient ses bureaux rue Bergère et il avait été adorable, tellement gentil. Et souvent, je pense à lui, Francis Borrelli, parce que c'est une autre époque du football, disons-le. C'était une autre époque. Il avait réussi à rendre le Paris Saint-Germain comme une famille, quoi. Une vraie famille. Bon, Enrico, vous êtes avec nous. D'abord, comment ça va? Parce que vous n'êtes pas de première jeunesse, disons-le quand même. J'ai eu 86 ans au mois de décembre. Bon, 86 ans. Des chanteurs de 86 ans sur scène, il y a Hugo Frey qui doit être plus vieux que vous, je pense. Plus vieux, c'est incroyable aussi. C'est un vieillard. Mais autrement, il y en a plus quand même qui ont arrêté, qui ne chantent plus, parce que ça demande quand même pas mal d'énergie. Je voyais par exemple Gérard Lenormand, j'ai appris, il ne monte plus jamais sur scène, Gérard Lenormand. Et vous êtes toujours sur scène, pourquoi? Parce que je suis un supporter de Charles Aznavour, et que je veux faire un peu comme lui. Mais c'est parce que j'ai la chance d'avoir une bonne santé encore, et j'ai la chance d'être vivant encore à cet âge-là, de ce monde, et de pouvoir jouir de ma passion, me lever le matin, de dire tiens, je vais avoir une émission de radio, une émission de télé, une interview avec la presse, un spectacle à préparer, une répétition, tout ça. Ça me remplit de joie, quoi. Et dans cette année 2025, je vois, il y a beaucoup de dates qui sont mises en place. Par exemple, le 27 février, on est aujourd'hui le combien? Le 25. On est le 25. Donc après-demain, vous êtes à Plougastel. Oui. Le 15 mars, vous êtes au Dôme. Au Dôme de Paris, donc de c'est Paris. pas rien quand même cette salle, et qui sera pleine, donc faut être en forme d'abord. Alors je sais pas si vous faites très attention à vous, si vous faites un peu de sport. Vous ne fumez plus par exemple? Je ne fume plus, j'ai arrêté de fumer depuis 3 ans déjà. Pour être justement, pour que la voix soit meilleure, pour que le souffle soit là? Pour beaucoup de raisons, parce que le cigare, ça me faisait mal à la voix, moins que la cigarette. Alors, je fumais la cigarette avant, mais le tabac, c'est pas bon pour la santé en général, quoi.
Et je m'entretiens physiquement. Je fais attention à ce que je mange. L'alimentation, c'est très important. En fait, on s'entretient comme un sportif. Parce que c'était effectivement, pendant 2 heures, faut être en forme. Alors, est-ce qu'on peut, évidemment, il y a plein d'auditeurs qui sont en train d'appeler et qui voudraient échanger avec vous, parce que vous êtes, pour eux, ils sont fans, bien sûr, mais est-ce qu'on peut quand même écouter cet album, parce que c'est un album live, du 18 mai dernier, avec quelques titres, Fabrice, que vous avez choisis? Absolument, c'est parti. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. رايح وين مسافر زروع تعيا وتولي شحال ندموا العداد الغفلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر زروع تعيا وتولي شحال ندموا العداد الغفلين. Donc ça, c'était il y a quelques mois. On voit que votre voix est intacte, et puis il n'est plus temps sans doute aujourd'hui de créer des nouvelles chansons. Ce que veut le public, c'est que vous interpréteriez évidemment les standards, et c'est ça qui vous demande, de communier avec vous. Oui, il se passe quelque chose d'extraordinaire entre le public et moi. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote en vitesse. Il y a 2 ans, à l'Olympia, j'ai eu une extinction de voix sur scène. Et ce qui s'est passé ce jour-là, je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du music-hall, ni à Paris, ni dans le monde entier. Pendant 2h30, les gens ont chanté à ma place. Ils sont devenus Enrico Macias et moi, le spectateur. Ça, c'est jamais vu, ça. Ça, c'était une preuve d'amour extraordinaire. Et ce qui est étonnant quand je vous écoute à chaque fois, c'est combien l'émotion est intacte. Combien vous ne paraissez pas ni blasé, ni lassé, ni fatigué. Fatigué, j'arrive à être fatigué, mais l'émotion, j'ai toujours de l'émotion parce que je suis sensible. Je suis sensible à tout ce qui se passe. Alors, quand vous dites que vous êtes sensible à tout ce qui se passe, on s'est promis de ne pas parler politique. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que moi, je veux vous préserver. Parce que j'ai pas envie qu'il vous arrive... D'ailleurs, la fois où j'ai parlé politique... Oui, on n'en parle pas. Parce que, on n'en parle pas, vous avez essayé de me sauver. Mais oui, parce que moi, je vous aime beaucoup. Et moi, je vous ai dit... Oui, non, mais moi, je vous aime beaucoup. Physiquement. Voilà, je vous aime... Non, arrêtez. Arrêtez. Je vous aime beaucoup, et je ne veux pas vous emmener... J'ai pas envie de vous piéger, d'abord, et j'ai pas envie de vous emmener sur un terrain politique, parce que je sais que vous souffrez. Mais j'ai pas envie d'arriver sur ces sujets-là, parce qu'après, aujourd'hui, quand un artiste parle, surtout vous parlez sans langue de bois. Donc, j'ai pas envie de vous mettre en difficulté. Non, c'est gentil de votre part. D'ailleurs, vous avez toujours essayé de me préserver. Et la dernière fois où j'étais tellement outré par ce qui se passait que j'ai dérapé, oui, c'est vrai. Mais vous avez essayé de me sauver. Bon, en tout cas, n'en parlons pas. Mais de manière théorique, j'ai vu par exemple le spectacle d'Harry Habitant, que j'ai trouvé formidable vendredi dernier. Il sera avec nous d'ailleurs, Harry, il sera avec nous vendredi. C'est vrai que les Juifs et les Arabes, vous êtes faits pour vous entendre. Mais oui. Vous êtes les mêmes, disait Harry Habitant sur scène. Quand on parle d'antisémitisme, les sémites, ce sont les Juifs et les Arabes. Les gens oublient ça. Quand un Arabe est antisémite, c'est qu'il est anti-arabe. Autant qu'anti-juif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on dit que vous êtes les mêmes, c'est-à-dire que vous avez la même culture, vous mangez pareil, vous êtes nés parfois au même endroit, etc. Et il y a ce conflit qui est là depuis tant d'années et qui paraît insoluble. Mais revenons sur votre carrière artistique, d'abord avec ces chansons, bien sûr, mais aussi avec le comédien, parce que vous êtes un formidable comédien. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous voit plus au cinéma, je sais pas si vous avez des projets. Oui,
Là, à partir de demain, je commence un tournage pour une série pour TF1. On va reprendre Maison de retraite, mais avec plusieurs épisodes pour TF1. Voilà, j'ai d'autres projets aussi, mais... Et vous êtes formidable dans La vérité si je mens, évidemment, notamment J'adore jouer la comédie, j'adore. Le seul problème, quand je fais du cinéma, c'est que ça me fait lever de bonheur. Oui, parce que vous, alors bon... Ça, c'est un problème. Bon, ça, effectivement, les artistes, et notamment les chanteurs, n'aiment pas... Ah non, j'aime pas. Mais non. vous savez que moi, j'ai un gimmick avec... je peux le dire, d'ailleurs, avec mon ami Julien Pasquet, parce qu'on aime beaucoup La vérité si je mens, et il y a ce personnage qui est joué par Garcia, Maxou. Voilà, José Garcia, qui dit Maxou, qui vient vous soutirer de l'argent sur votre lit. Et très souvent, c'est un gimmick avec Julien, je dis Maxou. Mais c'est vrai que vous êtes culte. Mais oui, parce que vous êtes, en fait, vous êtes un comédien qui est juste, vous jouez juste. Mais je suis pas, j'ai jamais appris. Oui. Je suis pas un professionnel de la comédie, mais dès qu'on me dit moteur, je deviens un autre homme. Je regarde pas la caméra, je joue comme je suis dans la vie, quoi. Est-ce que vous avez encore des rêves artistiques, Enrico Macias ? Oui, il y a un rêve que je n'ai jamais pu réaliser, c'est de faire une comédie musicale. J'ai joué la comédie au théâtre, au cinéma, mais il me manquait toujours la musique. Peut-être que la comédie musicale, ça sera... Mais ça, vous aimeriez écrire une comédie musicale, mais vous pourriez... Franchement, moi, j'ai un très bon sujet pour la comédie musicale pour vous. C'est vrai ? Bah oui, votre vie. Votre vie, c'est une comédie musicale. Franchement, alors oui, si vous écrivez une comédie musicale entre votre enfance, où vous étiez d'ailleurs avec Jean-Pierre Elkabbach. Oui, exactement. Exactement. Jean-Pierre qui a marqué évidemment cette maison, vous étiez ensemble. Et Jean-Pierre Elkabbach qui a été à l'origine de la diffusion de mon premier disque à Paris. Bon, et donc c'est une histoire formidable que la vôtre, que votre vie, vous arrivez à Paris, les gens que vous rencontrez, le milieu des années 70, les chanteurs, parce que on vous voit beaucoup dans les années 70, avec Sardou, avec Claude François, tout ça c'est vos amis. Oui, Sacha Distel, tous mes amis. Et beaucoup ne sont plus là d'ailleurs. Oui, ils sont plus là malheureusement. Et ça, vous pouvez écrire ça avec des personnages qui joueraient Mariti et Gilbert Carpentier, pourquoi pas, avec des chansons de l'époque. Franchement, moi, je vous la fais, votre comédie musicale. Et ça s'appelle Enrico Macias, 60 ans de carrière. On fait même CNews, ça, si vous voulez. On fait si vous voulez, effectivement, quand vous venez. Bon,